la honte qu'on doit avoir, qu'on a à ce moment-là, elle est terrible. Et c'est surtout, je parle de honte parce que c'est pas comme avoir juste un problème avec son enfant sur tel ou tel problème d'éducation, où déjà c'est très compliqué, déjà c'est pas évident d'en parler, mais on peut se dire c'est sur tel point, c'est ciblé sur quelque chose. Là, en fait, ton enfant qui fait une tentative de suicide, c'est juste un constat d'échec absolu. Tu peux pas faire pire, en fait, comme échec. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Aveline! Salut! Salut! Aveline, tu m'as envoyé un mail il y a quelques semaines de ça. Par l'intermédiaire de Cédric, qui a le podcast, c'est le compte Insta Papatriarcat. Coucou Cédric, je sais que de temps en temps il nous écoute, et sans doute il va écouter cet épisode aussi. T'as écrit à Cédric parce que je t'ai senti un peu perdu dans ton chemin de parent de 2 jeunes ados, c'est ça? En fait, j'ai 3 enfants. T'as 3 enfants. 8 ans pour le plus petit, et puis 15 et 17. 15 ans et demi, 17 et demi. C'est important à cet âge-là. Oui. 6 mois. C'est ça. Et effectivement, étant donné le parcours de ces dernières années, je m'étonnais du manque de témoignages et de récits des parents qui vivent des choses compliquées avec leurs adolescents. Donc je suis allée un petit peu à la recherche d'émissions, de podcasts, et j'avoue ne pas avoir trouvé grand-chose. Ouais, et donc j'ai commencé à écrire, et notamment donc à Cédric. Et Cédric qui m'a dit « Mais va voir Fabflo, tu vas voir. Il est génial. » Ok. Ouais. Trop bien. Tu m'as raconté rapidement effectivement le chemin de tes 2 filles aînées. Oui. Parce que c'est avec elles, j'imagine, tu te bagarres un peu avec elles. C'est avec elles que mon combat de mère se fait. Ouais. Oui, le parcours qu'elles sont toutes les deux. Donc pour des raisons différentes, elles sont toutes les deux pas bien, et encore maintenant. Pas bien, c'est un euphémisme quand tu dis pas bien. Un euphémisme, certainement. Mais voilà, donc je trouvais important de pouvoir expliquer un petit peu. Et puis, et quand on vit ces choses-là, on est tellement concentré au quotidien sur le fait de gérer ça que
c'est difficile de s'extraire de ça un petit peu. Et d'où l'importance des témoignages. Et même là, ce que je m'apprête à faire, à raconter un petit peu, c'est sûr que c'est pas un exercice facile. En fait. tant que parent, tu veux dire ? En tant que parent, bien sûr, en tant que parent. En tant que mère de 2 filles en plus, j'imagine. Ça doit en Oui. rajouter une petite couche. Mhm. Ok. Pour remettre un peu de contexte, tes filles, quand tu dis qu'elles vont pas bien, elles sont vraiment en souffrance. Donc ma grande, oui, depuis 15 ans, elle est tombée dans l'anorexie. Depuis qu'elle a 15 ans. Depuis qu'elle a 15 ans. Donc depuis 2 ans et demi, c'est ça ? Depuis 2 ans. Voilà, depuis 2 ans, elle est tombée dans l'anorexie. Petit à petit, de façon assez insidieuse, et puis sans qu'on s'en rende trop compte. C'est dur pour toi de venir raconter ça ? Un petit peu, et pour des raisons, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est important, mais c'est difficile. Ouais, absolument. Alors pour remettre un peu le contexte quand même, il faut savoir qu'il y a 3 ans, donc je me suis séparée du papa des enfants. Et il y a 3 ans, c'est aussi le moment où on est rentré en France. Ok. Après 12 ans d'expatriation. Vous étiez où ? Alors, on a fait 3 ans à Milan, 4 ans au Luxembourg et 5 ans à Dubaï. Ok. Donc, on est revenu en 2020. Voilà, été 2020, plein Covid. Et puis, il faut savoir qu'à Dubaï, le confinement, il était encore bien plus strict qu'en France. Et que donc, notamment mes filles, en fait, elles n'allaient plus à l'école depuis le mois de février. Ok. Et donc, il y avait effectivement le confinement, le fait que ça explose complètement dans le couple, et le retour en France. Parce que finalement, la France, c'est un pays qu'elles connaissaient sans connaître, puisqu'elles sont parties de France, elles avaient 1 an et 3 ans, ouais. À peine. Donc, revenir, c'était finalement un peu pour elles comme une autre expatriation. Et donc, c'était déjà un contexte difficile. Après, la chance qu'on a eue, c'est que on a trouvé une école tout de suite très bien pour les deux. Donc, je suis enseignante. Ouais. Et j'ai eu la chance d'être dans un lycée européen, donc dans un système européen où les filles ont pu être inscrites aussi. Et en fait, c'est une structure qui permet d'avoir des classes de 15 élèves. Voilà. Donc, c'est quand même de petites structures. Je savais que les profs étaient super. Donc, elles venaient, même si c'était difficile, dans un contexte vraiment difficile, entre la séparation, le retour en France, le Covid, etc., c'était malgré tout pas si mal. On s'est dit ça, en tout cas, à ce moment-là. Oui, on cherche toujours des trucs pour se rassurer. C'est compliqué. Mais bon, et puis, donc, le divorce, la séparation, c'est pas bien passé du tout. Oui, donc en plus, il y a ça qui vient rajouter. C'est sûr. Mais et la séparation vient de moi. Ok. Mais moi, j'étais très contente de rentrer, justement. Et ça faisait un petit temps. Et ça faisait très longtemps qu'on aurait dû se séparer. Donc, quand on est revenu en France, je savais que ça allait être difficile. Notamment aussi, entre autres, de passer d'une très grande maison avec piscine, avec salle de sport, avec aide ménagère, etc., à un petit appartement proche banlieue parisienne où ils allaient partager leur chambre. Bien sûr. Que, au niveau conditions matérielles, c'était aussi un changement pour elles. Gros changement de vie qu'elles n'ont pas demandé, en plus. C'est ça, absolument. Mais donc, je me raccrochais d'autant plus à cet aspect-là. Je me suis dit, scolairement, ça va aller. Et puis bon. Alors, cette première année, quand on est rentré, finalement, ça s'est pas trop mal passé. Ma grande fille, qui a toujours été très bonne élève,
très sérieuse, très exigeante, assez indépendante aussi, voulant très vite. Elle voulait être dans le monde des adultes, une forme de, je sais pas si c'est parce que c'est l'aînée, mais voilà, aspiration à devenir adulte, ça très vite. T'as l'impression qu'en tant que parent, vous lui avez, je sais pas mis une pression, mais en tout cas, souvent, généralement, les aînés, on les pousse un peu aussi comme ça, même de façon très inconsciente, quoi, tu vois. Peut-être. S'il y a du répondant en face, ça peut devenir... Mais peut-être, peut-être. C'est pas du tout mon impression, moi en tant que maman, mais effectivement, comme tu le dis, parfois c'est complètement de façon inconsciente. Oui. Et c'est pas facile de s'en rendre compte. On fait du mieux qu'on peut. Hein. C'est ça. On va partir du principe. De toute façon, c'est la ligne de tous mes podcasts. On fait du mieux qu'on peut. C'est ça. Et dans ton cas, j'imagine encore plus, quoi. Ouais. Bah oui. Et donc assez perfectionniste, mais assez réservé aussi. C'est ça, assez réservé. Et donc cette année de 2020-21, elle a commencé à faire beaucoup de sport, même en confiné, mais dans sa chambre. Elle faisait du fitness ou du truc comme ça, c'est ça ? Elle faisait, comment ça s'appelle là, ce sport de combat, de combat pour se protéger, tu sais. Du Krav Maga ? Du Krav Maga, voilà. C'est ça ? Absolument. Incroyable. Elle faisait du Krav Maga. Ouais, pour se protéger. Toute seule dans sa chambre ? Toute seule dans sa chambre, avec des tutos sur YouTube. Non, elle s'était inscrite, elle avait des cours, et elle prenait de façon assez intensive des cours de Krav Maga. Et puis, elle mangeait de plus en plus sainement. Alors, tu sais pourquoi elle a pris des cours de Krav Maga ? Parce que c'est quand même le truc de base de l'autodéfense, hein. Absolument, c'est l'autodéfense. Oui. Elle s'est fait agresser ? Alors, je reviendrai plus tard, mais il y a beaucoup de choses qu'on a su quand elle était à l'hôpital, au plus mal. Et on s'est dit, et effectivement, ça a éclairé certaines choses. Et donc, on arrive... alors là, je parle pour ma grande, déjà. On arrive fin 2021, printemps 2021, où déjà là, j'ai une collègue qui était donc aussi sa prof, puisque finalement j'enseignais dans le même lycée. Ok. Et qui me dit Aveline, ta fille, elle a des scarifications sur le bras. Et je ne les avais pas remarquées. Ok. Elle te les cachait ? Oui. Comme beaucoup d'enfants le font. En fait. Mais je sais qu'il y a des gamins, des gamines, tu vois, qui font exprès de... inconsciemment, de montrer. Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, effectivement, tous les cas de figure existent, bien sûr. Et donc là, en l'occurrence, effectivement, elle les cachait, comme elle a caché aussi d'autres choses, d'ailleurs. Mais donc je savais déjà qu'elle faisait des insomnies, qu'elle avait souvent mal à la tête, mal au ventre, qu'elle faisait des crises d'angoisse. Et donc les scarifications qui venaient par-dessus. Donc là, on a... on est allé au CMPP. Alors, il se trouve que, en fait, on avait déjà un rendez-vous pour le CMPP pour mon petit garçon. Parce que mon petit garçon, il était déjà en maternelle, on suspectait un TSA. En fait, c'était pas vraiment un trouble du spectre autistique, mais il avait effectivement quelques symptômes. Il est très timide, réservé, ayant du mal à fonctionner avec les autres de la classe, ne répondant pas quand on l'appelle. Enfin, il y avait quelques signes comme ça. Donc, quand on était rentré en France, on nous avait dit vraiment il va falloir le faire voir par un pédopsychiatre. Donc tout de suite, on avait pris rendez-vous pour le CMPP. Et effectivement, et j'y reviendrai, mais le CMPP, alors j'ai eu de la chance parce que j'étais un petit peu pistonnée dans le sens où je savais quel jour il fallait appeler pour avoir une chance d'avoir un rendez-vous avant 8 mois, quoi. Donc, j'ai pu avoir effectivement un rendez-vous seulement quelques mois plus tard. Et donc, à la base, pour mon petit garçon.
vu ce qui se passait là avec Lilia, on s'est dit, bon, Urgence. Nathanaël avait déjà vu un petit peu le pédopsie, mais on s'est dit que les prochains rendez-vous, il fallait absolument que Lilia soit vue. Quand tu dis on s'est dit, c'est parce que c'est des discussions que tu as avec leur père. Oui. Ok. Oui. Non, c'est pour savoir absolument. où se situe. Oui. Je me demandais pourquoi. C'est pas un chemin que tu fais toute seule. Ah non, c'est pas un chemin que je fais toute seule. Effectivement, alors c'est très très difficile de communiquer avec lui. Un peu mieux maintenant, mais ça a été très compliqué et effectivement, ça a rajouté de la difficulté dans tout ce qu'on a pu traverser. Okay. Quand on a du mal à communiquer. Tu vois, dans ma tête, je me disais que ça aurait pu aussi faciliter le truc, c'est-à-dire, ok, nos enfants, à un moment donné, il faut qu'on fasse une trêve, quoi, tu vois, drapeau blanc, quoi. Alors, il y a des fois où on a réussi à faire cette trêve-là. Il y a des fois où malheureusement, ça a compliqué, ça a rajouté de la difficulté. Bien sûr. Mais je vous invite à aller écouter mon podcast Deuxième vie après le divorce. C'est super. Je sais pas si tu l'as écouté, mais on en parle. Un petit peu, oui. On a fait donc suivre Lilia. Donc Lilia a commencé, elle l'a vue 1 ou 2 fois. Et c'était la fin de l'année. Donc après, il y a eu les vacances d'été. Et pendant ces vacances, je voyais qu'effectivement... Alors, sur le moment, il y avait donc l'escarification. Et puis, c'est tout. Et puis, j'ai vu pendant cet été que elle se nourrissait de moins en moins, effectivement. Jusqu'à la rentrée, septembre, ou fin septembre, c'est l'infirmière de l'école qui m'a appelée, encore l'école, et qui me dit Lilia, ça va pas du tout. Lilia, elle a perdu 5 kilos en 3 semaines. Elle a de très nombreuses scarifications. Ses angoisses sont très fortes. Là, elle est un petit peu en hypoglycémie. Et donc, ça va pas. C'est canon que l'infirmière du lycée fasse ça, ce taf-là. Oui, absolument. Il y a un parcours spécial, c'est ça, pour les gamins qu'on sait en difficulté dans le lycée, ou c'est vraiment un suivi? C'est un suivi. Alors, c'est l'infirmière du lycée et elle est très bien. Et c'est surtout que Lilia, effectivement, avait une confiance aussi dans cette personne, et ça aide. Et donc, elle n'hésitait pas à aller la voir et à dire quand ça n'allait pas. Ok. Dur pour toi, à ce moment-là, en tant que mère, qu'elle ne se tourne pas vers toi, ou... Ça ne m'a pas étonnée au vu du comportement qu'elle avait d'une manière générale, où elle était quand même très distante. Okay. Alors, il faut savoir aussi que quand on s'est séparés et quand on est revenu, elle était très distante avec moi. Et elle était restée, en fait, elle, un peu plus longtemps à Dubaï pour pouvoir passer son brevet. C'est en visio qu'elle l'a passé, mais elle a passé son brevet là-bas. Et donc, moi, j'étais rentrée en juin et elle est rentrée plus tard. Et le fait qu'elle reste avec son père, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai trouvée... sur le coup, en plus, on est un peu parano, et puis on se dit, oui, il manipule... Avec le recul, je me dis, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était vraiment très distante avec moi. Et il y avait clairement des fois où elle ne voulait pas me parler, où elle me ghostait pendant 1 semaine, où j'étais au fond du trou. Et en fait, ça a été très long. Et donc, de toute façon, elle me parlait beaucoup moins qu'avant. Elle t'en voulait? C'est parce que le divorce venait de toi? C'était su En fait, c'est même compliqué à savoir parce que... Vous en avez jamais reparlé, là, depuis... Parce que, avec le... Si, on en a reparlé. Alors maintenant, c'est différent. Et puis maintenant, on a une belle relation toutes les deux. Mais de cette époque-là, on n'en a pas beaucoup reparlé. Non. Un petit peu. Mais oui, je pense qu'elle était énervée. Elle m'en voulait, oui, à ce moment-là. Clairement. Ce que je comprends, enfin c'est ok, c'est comme ça, mais bon, toujours est-il que du coup non, elle ne m'a pas prévenue et je savais qu'elle allait mal, elle me disait maman j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai des insomnies, etc. Mais par exemple, même les 5 kilos, c'est pareil, c'est comme les scarifications, tu te dis mais attendez, tu le vois pas toi en tant que parent qu'elle a perdu 5 kilos? En fait,
non, je l'ai pas vu. Et c'est terrible, hein, un peu, déjà, là, en tant que mère, de se dire, mince, pourquoi on l'a pas vu? Mais... Pourquoi tu l'as pas vu mais parce que des enfants qui cachent les choses et qui d'un coup vont se mettre des habits beaucoup plus larges, ils peuvent être très très forts pour cacher ça. Oui. C'est mon avis. Je te rejoins assez là-dessus. Ouais. Mais tu vois, je voulais... Parce que tu disais aussi... Tu sais, comme la relation se distend aussi, tu vois, je sais à quel point on peut parfois prendre un peu de distance aussi. Et en fait, les ados font tout pour faire ça, quoi. Tu vois, tu disais toi-même qu'elle te ghostait pendant une semaine et que, tu disais que ça te faisait du mal. Ouais. Quand elle te ghostait. Ouais. Ah bah oui. Pourquoi ça te faisait du mal? Parce que j'avais peur à ce moment-là qu'elle soit un outil de manipulation par rapport à mon ex. Ok. Donc Alors qu'elle, elle vivait son truc. Sans doute. Peut-être, je sais pas. Oui, je pense. Et en même temps, bien sûr, qu'elle devait être tiraillée par rapport aux problématiques de ses parents. Et dans ces cas-là, le problème, c'est que c'est très binaire. C'est vraiment noir ou blanc. Et on le voit dans notre entourage, et on le voit dans les amis, où c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment noir ou blanc. Donc tu prends parti, soit pour lui, soit pour elle, et il y a un côté très, très absolu et très, très binaire, c'est ça. Et donc... S'il y a des ados qui nous écoutent, on peut leur dire, vous n'êtes pas obligés de choisir de camp, en fait. Et voilà. Et donc, évidemment, on sait que pour les adolescents, c'est pas du tout ça. Et on essaye de les préserver de ça. Mais je pense qu'à un moment donné, quand la guerre est assez forte, ça transpire tellement de nous que malgré tout, c'est pas forcément évident de faire avec. Il y a beaucoup de choses qu'on doit ravaler. Donc on doit prendre sur soi beaucoup. Donc voilà. Mais là, à ce moment-là, donc c'était quand même 1 an après, et de toute façon là, ce qui me préoccupait, c'est de la voir sombrer petit à petit, et effectivement qu'elle ne parle pas. Cela dit, elle parlait pas non plus à son père. Mais génial quand même d'avoir quelqu'un à qui elle parle. C'est-à-dire que pour moi déjà rien que ça, c'est un... Tout à fait. C'est un bon signal, quoi. Voilà. Et puis surtout, je me suis dit, là, on avait hâte donc du rendez-vous au CMPP. On avait rendez-vous au CMPP avec le pédopsychiatre, et donc on l'attendait, ce rendez-vous. Il se trouve que c'était genre début novembre, on était fin septembre, et la veille du rendez-vous, le CMPP appelle, le rendez-vous est annulé, parce que congé maladie, ok, arrêt maladie, très bien, sauf que déjà... Juste avant ce rendez-vous, on avait déjà fait un premier passage aux urgences parce que son taux de glycémie était trop bas, elle était en hypoglycémie, et c'est dangereux. Et déjà là, c'était très dur parce qu'on est arrivé aux urgences, qu'elle mangeait plus du tout, et que pour la perfuser, donc là j'ai vu l'état de ses bras que j'avais jamais vu. Et qu'il n'arrivait pas à trouver une veine, parce qu'il y avait tellement de scarification qu'ils ne pouvaient pas trouver une veine. Qu'ils ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises. L'infirmière a dû faire appel à une autre infirmière, parce qu'elle-même n'y arrivait pas. Et là, c'est très, très violent, parce qu'on se rend compte visuellement, d'un coup, ça prend forme, le côté... concret, visuel, du mal-être de son enfant. Et là, à l'hôpital, on nous a dit, écoutez, elle a un suivi, elle est bientôt vue par le pédopsychiatre. Très bien. Écoutez, c'est très important, effectivement, ce rendez-vous. Il faut absolument, effectivement, que votre fille soit vue par un psychiatre. Au CMPP, donc. Au CMPP, voilà. Et donc, rendez-vous annulé. Et donc, rendez-vous 2 semaines plus tard. Eh bien, rendez-vous encore annulé, et ça 4, 5 fois. C'est-à-dire que, en fait, on n'a jamais pu retourner au CMPP. Jamais.
À chaque fois, le rendez-vous était annulé, jusqu'à ce qu'en décembre, ils nous disent, écoutez, en fait, le pédopsychiatre, en fait, il est en arrêt maladie pour une durée indéterminée, donc on vous invite à changer de CMPP. Lui aussi, il était au bout du rouleau. Non, je dis ça pour rire, mais je sais que ça a été super dur, et ça l'est toujours, pour les personnels soignants d'une manière générale, mais alors sur la santé mentale, la santé mentale des ados, encore plus. Ah bah c'est sûr. Alors là, en fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé parce que finalement, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Il n'était pas du tout en arrêt maladie, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, justement, on nous avait rien dit. Donc, on nous dit juste, il est en arrêt maladie, et on me reprogramme comme si elle allait pouvoir le voir. Et elle l'a jamais vu. Il n'y a pas un truc d'urgence chez toi qui fait ding-ding et qui te dit « Ok, on va trouver quelque chose d'autre » Oui, sauf que effectivement, bien sûr, quelque chose d'autre. Et donc, c'est tout à fait ça. C'est que j'ai dit au CMPP à un moment donné, mais en fait, je comprends bien que là, il ne soit pas là. Est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on peut aller voir un autre pédopsychiatre ? Ou est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez m'orienter vers un CMPP et expliquer la situation pour que je puisse passer en urgence ? Et il a dit, écoutez, oui, on va vous transférer vers tel CMPP. Donc, il me donne le numéro. Je dis, mais par contre, vous appelez, vous expliquez la situation pour que je puisse avoir un rendez-vous très rapidement. Et donc, j'appelle le CMPP dont il m'avait passé le numéro. Il me dit, écoutez, oui, si vous voulez, effectivement... on vous donne un rendez-vous au mois de mars pour un pré-rendez-vous et puis pour un suivi qui se passera en avril. Je dis, en fait, vous n'avez pas compris. En fait, c'est le côté urgence, là. Elle dit, mais pour ça, madame, si ça va pas, il faut aller aux urgences. Je dis, mais... Et là, on en était à ce moment-là, c'était fin décembre, et Lilia avait dû aller 5-6 fois déjà aux urgences. Elle était complètement en train de sombrer dans l'anorexie. Parce que déjà là, on savait que c'était l'anorexie. Et elle était déjà complètement en train de sombrer. Et donc, j'ai rappelé le CMPP. Je dis, mais pourquoi vous ne nous donnez pas une structure qui puisse vraiment nous accueillir ? Parce que là, j'ai vraiment un sentiment d'abandon quand même. Vous nous abandonnez, en fait. Ça fait... on a attendu pour avoir cette place au CMPP que ce psychiatre soit parti. Ok, mais essayez de nous trouver une solution parce que là, ma fille va très mal. Et elle dit, oui, je comprends. Oui, vous savez, ce sentiment d'être abandonnée. Elle faisait la psy au téléphone. Je dis, mais en fait, j'ai pas besoin d'une psy, là. J'ai besoin que vous me trouviez une solution. Et rien. Donc, jusqu'au mois de février, tout ça, petit à petit, où elle sombrait de plus en plus, où elle allait de moins en moins en cours parce qu'elle faisait de plus en plus de crises d'angoisse. Comment tu gères, toi, pendant tous ces mois-là, avec elle ? Ça a été très compliqué, d'autant plus que... Je te parle toujours pas ? Si, elle avait commencé à me parler, et là, d'ailleurs, elle commençait à... Elle voulait même dormir avec moi. Elle a commencé à vouloir dormir avec moi. J'ai jamais dormi avec aucun de mes enfants, et même petit. J'ai jamais fait même de cododo, juste comme ça, jamais. Et là, elle m'a demandé de dormir avec elle. Et je dormis avec elle. Ok. Oui. T'as besoin d'être rassurée, ma chérie, je suis là. Mais en fait, ce qui était extrêmement difficile, c'est de la voir vraiment sombrer et se transformer physiquement. Je me rappelle à un moment donné de la voir et comme si c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est comme si elle se transformait en une sorte de monstre. Elle devenait squelettique, mais squelettique au sens où j'avais l'impression de voir vraiment son squelette se dessiner, en fait. Elle disparaissait, quoi. Voilà, c'est ça. Elle voulait disparaître. Et je me rappelle de cette vision-là, un peu d'horreur, où c'était ma fille, mais c'était plus ma fille, en fait. Elle était complètement transformée. Et ça m'a... Et même au niveau de son corps, en fait. Son corps se modifiait. Et elle me parlait quand même un petit peu. Elle me disait, maman, en fait, je pense à la nourriture tout le temps. Tout le temps. Elle se nourrissait pas, mais elle y pensait tout le temps. Et parce que c'est le principe de l'anorexie. Donc c'était vraiment pas simple. Sa sœur Merel était pas bien non plus. Donc 14 ans. Et
Il n'y a pas une réaction en chaîne dans ce cas-là. Oui, alors déjà, il y a une réaction en chaîne. D'autre part, Meryl, qui a toujours eu un tempérament, elle, plutôt, contrairement à sa sœur, qui est plutôt introvertie, elle, très extravertie, plutôt cash, rentre dedans, très provocatrice, rigolote, drôle et tout, mais trash, quoi. Elle dit les choses, elle, sans cacher, rien du tout, et même à faire des crises, mais quand elle était petite, elle faisait beaucoup de crises. Mais à dire les choses, sans filtre. Et là, depuis le Covid, elle était quand même beaucoup plus renfermée sur elle-même. On va se dire, c'est l'adolescence, etc. Ok. Mais là, pendant le temps où Lilia commençait à sombrer là, dans l'anorexie, effectivement, l'école a appelé aussi pour dire là, il faut vraiment que Meryl soit suivie par un psy. Le papa voulait pas. Bon, papa et les psys, Okay. ça fait pas bon ménage. Et ce que j'entends, hein, ce que je peux tout à fait entendre, mais. Alors moi, je l'entends pas, mais. Mais bon, moi il y a eu besoin dans le passé de psy, et c'est toujours moi qui ai emmené les filles quand elles en ont eu besoin à un ou deux moments. C'est toujours moi qui faisais le truc. T'excuses pas. Ok, donc ta petite deuxième est. Et ma petite deuxième commençait aussi, elle commençait à pas aller bien. Et tu crois que c'est en miroir avec sa sœur? Alors, je pense forcément un petit peu. Mais alors, tu vas voir, après, il y a eu de toute façon autre chose. Mais c'est sûr qu'elle n'allait clairement pas bien déjà à ce moment-là. Vraiment pas. Ce qui s'est passé, c'est que donc Lilia, à un moment donné, mois de février, elle faisait des crises d'hypoglycémie de plus en plus graves. Parce que le problème, c'est qu'anorexie, ton corps, en fait, se met à supporter des choses qu'il ne devrait pas supporter. L'hypoglycémie, c'est en dessous 0,7 mg par litre, je crois. Tout ça. Et petit à petit, ça descendait. Mais elle le supporte, parce qu'il y en a qui s'évanouissent, qui tombent dans les pommes. Et c'est un signe que ça va pas. Elle tombait pas dans les pommes. Jusqu'au jour, au début février 2022, elle est descendue à 0,12. Et on arrive aux urgences. Et en fait, l'infirmier qui t'a dit non, mais c'est pas possible. Non, en fait, je pense que l'instrument marche pas. Ça fonctionne pas. Là, c'est pas possible. Et qui réessaye, il dit ah si, c'est ça. Et il écarquille les yeux. Il dit non, alors là, ça va pas du tout. Et là, en fait, effectivement, le médecin est enfin, parce que là, on peut dire ça. Le médecin est venu me voir, il me dit Madame, il va falloir qu'on hospitalise votre fille. Je dis oui, oui. J'aimerais bien, oui, que ça y est, qu'on s'occupe vraiment d'elle, de son cas. T'avais pas demandé, en fait, il te l'avait jamais proposé? C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle y allait à plusieurs reprises. Oui, elle y est allée à jamais plusieurs personne reprises. l'a prise en charge, en fait. Si, elle a été prise en charge quelques heures. Oui, et à chaque fois, c'était quelques heures ou une journée. Et c'était, il faut absolument qu'elle ait un suivi psychiatrique. Je dis, oui, mais je me bats là avec CMPP, psychiatre et tout, comment on fait? À dire, oui, c'est sûr. Et j'étais à ce moment-là avec le CMPP en train d'essayer de trouver. C'est l'état de notre service de santé en France. Hein, mais c'est effectivement, là, j'ai pu remarquer. On touche du doigt. Hein. J'ai pu remarquer à quel point c'était sinistré. J'entends la psychiatrie en France. Voilà. Et attention, j'ai vraiment rencontré des professionnels absolument super et compétents. Et donc, les reproches que je peux faire, c'est plus par rapport au manque de moyens et au système qu'à tous ceux que j'ai pu croiser. Et puis surtout, je crois que, de ce que j'ai lu, c'est que personne n'avait anticipé la vague de la santé mentale, quoi, qui a été super dure pour plein de gens et surtout pour les jeunes. Oui. Quoi. Et donc complètement débordée. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai cherché des structures. À ce moment-là, j'ai appelé plein de structures. J'ai appelé la Maison de Solène aussi, j'ai appelé différentes structures. Et dire, mais oui, mais alors par exemple,
la maison de Solène. La maison de Solène, ah mais oui, mais en fait, on comprend, mais en fait, on prend seulement des adolescents qui ont déjà fait plusieurs hospitalisations. Ah oui. Mais donc il faut attendre. Il faut attendre d'aller plus mal. Au plus mal pour qu'on s'occupe. Donc c'est ce qui s'est passé, de fait. On a attendu qu'elle soit au plus mal. Et là, elle a été hospitalisée. Alors, c'est là que j'en viens, c'est que c'est mi-février. On lui dit, écoutez, ça va pas du tout. Là, vous allez être prise dans cette structure-là, adolescente de l'hôpital. Parfait. Et donc, on peut pas vous prendre là tout de suite, mais d'ici quelques jours. Donc, on savait que quelques jours plus tard, elle allait être prise à l'hôpital. Donc, c'était un mercredi. Le samedi, j'étais sans les enfants. Je me préparais à faire une soirée, enfin, avec mes amis de longue date, et pour un peu me changer les idées. Début d'après-midi, on m'appelle. Est-ce que vous êtes la maman de Merel, ma deuxième fille? Oui, ici c'est le commissariat. On a besoin que vous veniez immédiatement. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on ne peut pas vous dire, il faut que vous veniez immédiatement. Commissariat? La première chose, j'ai dit, mais elle est vivante. Il dit, on ne peut pas vous donner aucun élément. Il faut que vous veniez. Et là, je suis montée dans les tours. Je dis, mais vous pouvez pas me dire juste de venir comme ça, en fait, il faut... Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, juste, est-ce que ma fille est vivante? Dites-le moi. Et c'était pas facile. Enfin, je comprends qu'ils fassent leur boulot, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu parles à des parents, il faut dire quand même. Donc oui, votre fille est vivante, mais on peut rien vous dire d'autre, il faut que vous veniez. J'arrive au commissariat, et donc Merel s'est faite agresser dans la rue par un individu déjà connu des services de police. Agression sexuelle. Elle se rendait au patin, et elle est sortie dans la rue, elle s'est fait suivre, et heureusement, devant la patinoire, comme il y a des caméras de surveillance, c'est le gardien qui a appelé tout de suite déjà quelqu'un de la patinoire qui a pu arrêter l'homme, et qui a appelé la police. Et alors je vais pas m'étendre trop dessus, mais juste cet homme-là qui donc avait des problèmes psychiatriques, donc on a mis en psychiatrie, et qui s'est enfui de l'hôpital psychiatrique, donc il était en fuite, donc après, en fait, voilà. Qu'on a retrouvé par la suite à la fin de l'été, et parce qu'il avait récidivé. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, là, il est derrière les barreaux. Donc voilà. Mais là, je me suis écroulée. Parce que ma fille, elle est à l'hôpital, ma deuxième. Là, je tenais plus. T'as même pas besoin d'expliquer. Oui. C'est marrant, tu justifies. Ouais. Bon, alors, je vais vous expliquer pourquoi je me suis écroulée. Hein. Voilà, ma vie partait en couille. À un moment donné, j'avais le droit. Oui, bien sûr. T'es pas obligé de te justifier. Oui. Très marrant. Oui, mais c'est vrai, j'ai tendance à me justifier, et notamment par rapport au travail, parce que oui, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée quelques semaines, parce que j'avais dû... J'étais... T'as de la culpabilité? Bien sûr qu'on a... alors, j'ai travaillé sur la culpabilité, donc j'en ai plus trop. Mais à ce moment-là, j'en avais. Oui. Ah oui. Moi, je te demande pas où t'en es maintenant, parce que j'ai l'impression que t'as taffé, mais... Non, à l'époque, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vis sur le moment. Bien sûr. Ah oui. Mère indigne? Mère qui a échoué? Mère qui a échoué. Ah, ça, j'y reviendrai, parce que encore ce sentiment de mère qui a échoué, je l'ai eu puissance 1000 par la suite. Mais déjà là, c'était très difficile d'être sur tous les fronts. Oui. Et puis surtout que avec Lilia à l'hôpital, c'était extrêmement dur. Mais extrêmement dur. C'est-à-dire que très rapidement, ils lui ont mis une sonde.
que alors même qu'elle me disait quelques semaines avant, maman, tu sais, je me fais pas vomir parce que je suis métophobe. Métophobe, ça veut dire voilà, t'as peur de vomir. T'as peur de vomir. Donc, t'inquiète pas, je risque pas de vomir. En fait, rien du tout, parce qu'en fait, quand t'es anorexique, au bout d'un moment, en fait, tu te fais quand même vomir. Et tu passes au-dessus de ça, et tu te fais vomir. Et c'est ce qu'on m'avait dit. Je dis, ouais, mais je pense pas. Bon, bah si. Et c'était à ce point qu'elle s'enlevait sa sonde pour se faire vomir. Et de toute façon, là, à l'hôpital, il faut bien comprendre quelque chose. C'est vrai que souvent, j'ai comparé ça après à... C'est un peu violent ce que je vais dire, mais un peu à la prison. Hein. Je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est juste que tu as c'est pas pareil dans le sens où c'est... on vient pour te soigner. On vient pour te soigner, mais tu as une privation de liberté qui est telle qu'en tout cas, le sentiment que peut avoir un adolescent à ce moment-là, ça peut être celui-là. C'est un cadre, c'est ça aussi. Mais c'est un ça cadre. Ça permet de donner un cadre. C'est un cadre. Alors oui, mais pour le coup, je te parle de prison parce que là, pour le coup, le cadre pour les anorexiques, il est très fermé. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas accéder à ses toilettes, par exemple. Donc il fallait qu'elle demande l'autorisation pour aller aux toilettes, pour qu'elle ne se fasse pas vomir. C'était... Oui, c'était compliqué. Puis il y a eu autre chose après, mais en tout cas, elle l'a vécu au début très mal. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des semaines, elle a de mieux en mieux vécu. Et elle... à la fin, elle avait même peur de partir et elle voulait rester. Et ça marche. Mais c'est vrai que ce côté-là, d'un coup, de couper, parce qu'on était coupés au début, même aucun lien avec les parents, comme ça se fait. Et je pense que c'est bénéfique parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle a besoin juste de couper tout du monde qui l'a fait souffrir et juste de se recentrer absolument sur elle. Donc oui, privation de liberté, etc. Mais après, il n'empêche que elle... dans les horaires, dans parfois la dureté de certaines relations, même avec d'autres ou quoi, oui, elle-même me comparait un petit peu à la prison, c'est vrai. Et toi, comment tu vis là, qu'elle en chie comme ça, ta fille? Alors moi, je ressortais quasiment systématiquement pleurant. Je venais en me disant sois forte, Aveline, ça va aller, c'est chaud. Ça va, tu vas jouer, tu vas faire là, tu vas parler, donc je venais. Tu vas jouer? Oui, je vais jouer, oui, parce que en fait. C'était un rôle? Non, je vais jouer. On jouait des jeux de cartes. Ensemble, okay. Ouais. Non, je me disais, tu vas jouer la maman forte. On va jouer. Non, ouais, aussi. Mais on va passer du quality time toutes les deux. Et malgré tout, la plupart du temps, je ressortais et en fait, j'avais envie de rien. Mais de rien. Du tout. Même pas d'en parler, en fait. Juste envie de couper tout. Comme si j'avais tout donné et que j'étais vidée et que je pouvais plus rien faire. Voilà. Et puis aussi, je pense que c'est une façon de se dire, de toute façon, là, ton énergie, t'en as besoin et tu dois donner tellement d'énergie que, en fait, pour le reste, t'as plus rien. Bien sûr. Et puis, il y avait aussi à donner un peu à Merel. C'est ce que j'allais dire, c'est que pendant ce temps, t'as ta petite deuxième. Aussi. Qui est en train, j'imagine, de sombrer de plus en plus. C'est cette agression, tu crois, qui est un déclencheur pour elle ou... Je pense que c'est multifactoriel. Oui. Toujours ces choses-là, c'est multifactoriel. Ce qui se passe, c'est que fin juin 2022, Lilia avait quitté l'hôpital pour aller dans une autre structure, une structure plus à long terme, parce que là, elle était dans une structure au sein même de l'hôpital, où c'est à moyen terme, c'est généralement entre 3 et 6 semaines. Bon, elle est restée 2 mois, quand même. Mais après, elle a été transférée dans une autre structure, où là, tu peux rester des mois, voire des années.
Et donc, elle était déjà transférée dans l'autre structure. Et Meryl, je sentais qu'elle allait mal. Je le sentais. Je suis allée voir son père d'ailleurs plusieurs fois. Je dis que je suis inquiète. Je suis inquiète pour Meryl. J'ai l'impression qu'elle va mal. Je le sentais. Voilà. Et elle donnait bien le change, elle ? Oui. Oui. Elle faisait comme si tout allait bien. C'est ça. Elle faisait comme si tout allait bien. Alors, pas tout le temps, justement. Mais elle faisait un peu comme si tout allait bien. Et ce qui s'est passé, c'est que donc fin juin, d'ailleurs, représentation de fin d'année de patinage, qu'elle a raté. Et en même temps, une petite anecdote, mais représentation de patin, elle devait faire un truc. Il lui avait collé déjà, elle n'était pas bien dans sa peau. Clairement, elle n'était pas bien. Lui mettre un collant léopard moulant, le truc déjà qui va à personne, mais encore moins avec des ados qui souvent quand même peuvent être assez complexés de leur corps. Meryl encore pire. Et en plus, elle rate. Et en plus, bref. Et là, ce jour-là, où c'était summum pour elle, je pense, du mal-être qu'elle avait en elle. Donc moi, je l'avais pas cette semaine-là. Elle était chez son père. Et j'étais au resto le soir. Et on m'appelle le SAMU. Votre fille a avalé une plaquette de Doliprane. Vous inquiétez pas, elle va bien. Mais voilà, faut que vous veniez. Bon. J'étais rassurée, parce que je savais que ces jours n'étaient pas en danger. Néanmoins, c'est quand même un énorme coup de massue, parce que y a quand même la phrase terrible de tentative de suicide. Et ça, c'est la première, et c'est marquant, et c'est assez terrible. Le constat, de se dire, bon, donc là, ça va vraiment mal, en fait. Ça va vraiment très mal. Elle est restée 10 jours à l'hôpital. On a eu des entretiens familiaux, on a pu éclairer des choses. Je sentais qu'elle allait de toute façon pas bien, même après. On a passé un été très compliqué parce que finalement, l'été donc 2022, il y a un an, Lilia est sortie juste pour l'été, juste pour voir comment ça allait. Donc on ne savait pas encore, en fait, si à la rentrée, elle pouvait, c'était un peu une sorte de test à l'été. Donc soit elle pouvait reprendre les cours, sachant qu'elle n'avait pas été en cours depuis le mois de janvier, du coup. Soit elle pouvait reprendre les cours, soit elle retournait dans la structure. Elle voulait reprendre les cours. Et donc l'été, c'est pas très bien passé parce que c'était très compliqué, parce que Meryl était quand même encore très fragile. Lilia, clairement son anorexie était encore là, que je l'entendais, je l'entendais. Tu l'entendais se faire vomir ? Oui. C'était compliqué, je savais qu'elle se scarifiait, je gérais ça. Tu faisais quoi ? Quand je savais qu'elle se scarifiait ? Ou quand tu l'entendais se faire vomir, tu faisais quoi ? C'était dur pour toi de la, je sais pas, confronter, ou en tout cas d'aller la voir, quoi, tu vois, pour lui dire, je sais. Absolument, c'est ce que je faisais. Ouais. Je lui ai dit, je t'ai entendu. Et je pense en même temps que si je l'entends, c'est qu'elle voulait bien que je l'entende aussi. Bah oui. Donc oui, je lui dis. Et oui, c'est comme ça. Mais les scarifications aussi. Après, en fait, elles avaient moins de mal à me les montrer, les scarifications. Et c'est toujours très violent. Toujours très violent. Parce que c'est très impressionnant. Parce que aussi, moi, ado,
j'ai d'autant plus de mal à le comprendre que ça ne m'est jamais arrivé. Donc j'essaye de comprendre l'idée, mais quand ça t'est jamais arrivé, c'est plus difficile en fait. Bien sûr. Et donc il y en a. Enfin, je vois je croise du coup des amis, des adultes. Bah si, moi je me suis scarifiée, etc. Moi je l'ai jamais fait. Donc t'avais la place pour le faire en tant qu'ado. En tant qu'ado, si j'avais la place pour le faire, ouais, je pense que je peut-être effectivement que je m'autodétruisais différemment. Mais je pense qu'il y avait aussi une part d'autodestruction, mais je le faisais différemment. Ouais. Et oui, mais c'est d'ailleurs intéressant, ce principe d'autodestruction. Parce que tu te dis, mais oui, mais comment tu peux faire ça ? Tu te dis, bah oui, mais en fait, peut-être que l'autodestruction... Pose-toi la question sur toi aussi. Bah oui. Évidemment. Évidemment. Parce que toi-même, t'étais dans le mal, en fait, tu vois. Moi-même, j'étais dans... Toi-même, t'étais dans le mal. En fait, je sais pas, j'ai un peu l'impression que tes ados, ils sont aussi un peu le miroir de ta pomme, quoi, tu vois, et c'est dur à voir. Ah ouais. De ta pomme, enfin, quand je dis de ta pomme, c'est pas contre toi, mais c'est plutôt de ta vie, du couple que tu formes ou qui s'est arrêté de se former, tu vois, le deuil peut-être d'une vie familiale, enfin, c'est terrible. Ah, c'est sûr. Tu prends tout, tu prends le château de cartes et du balai. Complètement. Hardcore, quoi. Ouais, complètement. Donc, entre-temps, ta petite deuxième, pardon, je vais pas l'appeler la petite deuxième. Entre-temps, Merel se scarifiait aussi, alors. Oui, elle se scarifiait. J'ai appris qu'elle se scarifiait, en fait, depuis un petit temps. Et évidemment, au début, c'est pareil. Je ne le savais pas. Ah oui. Et j'en viens à fin août, parce que fin août, donc, il y a un peu moins d'un an, Merel retourne à l'hôpital, mais c'était prévu, pour avoir de nouveau cette petite bulle de 3 jours qu'on lui avait proposée. Et c'est très bien, d'ailleurs, qu'il puisse proposer ça. Et justement, avant la rentrée, pour qu'elle soit plus zen, plus sereine avant la rentrée. Très bien. Donc, elle y va du dimanche au mardi. Moi, je faisais ma pré-rentrée le mercredi. Les jours, en fait, là, sont importants. C'est-à-dire que le mardi matin, on avait rendez-vous avec la structure de Lilia, la grande, on avait l'entretien familial avec la psychiatre de la structure pour faire le bilan. Bilan qui n'était pas bon du tout. Parce que elle a dit, et elle a été très honnête, d'ailleurs elle l'a regretté après finalement, là pour le coup d'avoir été si honnête, mais elle a été très honnête, dire bah oui j'ai des idées noires, oui je continue de me scarifier, oui je continue d'avoir des crises de boulimie, donc le bilan était plutôt pas bon du tout. Et il dit, mais j'aimerais bien quand même reprendre l'école. Et la structure a dit, ah non. Donc en fait, là, tu vas rester là, même. Et puis, comme là, cette semaine, t'es chez ton père, monsieur, vous allez rentrer, vous allez faire sa valise, et puis vous allez lui ramener sa valise. Et Lilia a dit, ah mais non, mais moi, je peux au moins rentrer à la maison, faire ma valise et revenir. Ok. Donc, ils ont accepté, donc on repart. Moi, le mardi aussi, je signais, c'est une anecdote, mais je signais pour un logement pour me rapprocher de mon travail. Donc, je déménageais et je signais le bail le midi. Donc, l'entretien familial était le matin. On rentre pour que Lilia fasse sa valise. J'étais avec mon propriétaire et Lilia m'appelle. Et je lui dis, écoute, là c'est urgent. Enfin, sauf si c'est urgent, là je suis avec mon propriétaire. Il me dit, oui, c'est urgent. En fait, je viens d'avaler une plaquette de Lexomil. Donc, je dis, mais tu t'es avec ton père là, t'es à côté. Tu lui as dit non, j'ose pas lui dire, il va me crier dessus, il va m'engueuler. Je dis, mais oui, non, mais Lilia, tu me le passes tout de suite et tu vas tout de suite à l'hôpital. Donc, ils partent à l'hôpital. Je pars à l'hôpital. Je passe la nuit à l'hôpital. C'est très dur.
c'est très très dur et puis Meryl du coup elle devait sortir le mardi, elle est restée parce que c'est le papa qui est allé, qui a dit voilà ce qui s'est passé avec Meryl. Les médecins ont pensé que c'était mieux qu'elle reste du coup 24 heures de plus. Donc j'ai passé la nuit avec elle. Elle allait quand même, elle allait pas bien psychologiquement, physiquement. Je savais qu'elle allait s'en sortir aussi. Donc, mais j'étais tellement désolée qu'elle soit. En fait, elle. C'était vous voulez pas. Enfin, elle était vraiment déjà pas bien. Elle était fragile et là, elle a mal vécu. Elle a fait ça et c'était terrible. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Eh ben, je veux dire par là que encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle fasse ça. J'arrive pas à savoir si c'était vraiment un appel à l'aide ou si elle voulait vraiment finir ce jour-là. Je ne sais pas. Elle t'appelle quand même, non ? Juste après l'avoir fait. Elle m'appelle, ouais. Elle m'appelle juste après, c'est sûr. Ça ressemble à un appel à l'aide, non ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais oui, mais tout à fait. Mais c'est d'ailleurs aussi ce que j'ai pensé. Si elle avait voulu en finir. Oui, absolument. Ce que j'ai pensé. Mais en fait, là, d'où vient me doute, c'est que donc je passais la nuit à l'hôpital. Le mercredi, on retourne dans la structure, du coup. Et là, on a un entretien avec pas la même psychiatre, parce qu'elle n'était pas là. C'est une psychiatre hyper sèche et qui l'a démontée, mais qui l'a engueulée, Lilia, mais comme du poisson pourri. Mais t'imagines ce que t'as fait, etc. Elle dit, mais tu sais qu'il va y avoir des conséquences, tu vas être en chambre isolée. Alors là, pour le coup, c'était vraiment la prison. Et en fait, elle lui disait, et Lilia s'effondre, mais fond en larmes. Et elle était mais tellement mal. Moi, j'étais en pleurs aussi, puis j'avais pas dormi de la nuit. Enfin bref, voilà. C'est bien aussi, non ? Tu vois, parfois d'avoir un peu de ton différent, quoi. Tu vois La psychiatre sympa, la psychiatre qui lui met un bon coup de pied au cul. Enfin, tu vois. Absolument. Alors c'est ce que j'ai pensé. Je me demande à quel point, tu vois, ça peut être cool aussi. Tout à fait. Oui. C'est ce que je me suis dit sur l'instant, mais c'était quand même. C'est dur. Super agréable sur le moment. Ouais, bon, voilà. Oui, mais écoute. Oui, mais c'est... Hein, tu vois, à un moment donné, les gamins, faut. Oui. Hein, non, mais tout à fait. Dire ça, ce n'est pas acceptable. Absolument. C'est clairement. Sauf que là, et on lui disait aussi ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'elle était en chambre isolée, pas le droit de sortir, avec rien, c'est-à-dire pas un livre, pas le téléphone, rien du tout. Et alors ça s'appelle plus camisole de force parce qu'on est au XXIe siècle, mais c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, pyjama de sûreté, tu sais. Voilà. Et je n'ai pas pu appeler ma fille pendant 2 semaines, 3 semaines. C'était très très dur, ça, vraiment. Et ils l'ont assommé de médoc, mais assommé. Hein. Et alors, le mercredi soir, du coup, je rentre chez moi, je n'en peux plus. Enfin, je suis accablée. Je suis épuisée complètement. T'es au bout, quoi. T'es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. J'éteins mon téléphone. Et pour dormir, juste. Okay. Je croyais que t'allais me dire, je suis sortie en boîte, j'en ai plus rien eu à foutre. Ah ouais, j'ai juste dormi. Ça aurait été une idée. Ça aurait été peut-être mieux même, finalement. Je sais pas. Je me disais, tu vas me sortir un truc fou. Je suis sortie en boîte. Non, mais non. Et le jeudi matin, je rallume mon téléphone et j'ai un message du papa. Meryl a fait une tentative de suicide. Je suis aux urgences. Ah là, c'est le grand chelem, là. Ah, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mercredi dans la nuit, le papa a entendu pleurer au milieu de la nuit. Parce que Meryl était rentrée. Meryl était rentrée le mercredi soir. Je croyais qu'elle était encore à l'hosto. Elle est rentrée le mercredi, justement. Elle est rentrée le mercredi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rallumé son portable et que il y avait... Non, t'inquiète. J'ai besoin de bouger, moi, parfois aussi.
elle a reçu un message le lundi, de 2 jours avant, parce qu'elle avait complètement coupé son portable, du commissariat du sud de la France. Il disait « Nous avons retrouvé votre agresseur, vous voulez bien venir l'identifier ?» Mais c'est elle qui reçoit ça en tant que mineure. Merci de réagir comme ça, parce que tout de suite, je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas appelé les parents ? Enfin, je sais pas. Je comprends bien qu'on appelle la victime, mais quand on a 14 ans, on appelle déjà normalement les parents, et puis si en plus on voit que ça répond pas, on appelle les parents en fait. Donc c'est elle qui reçoit ce message-là. Elle en parle pas à son père ? Non. Le mercredi, donc dans la nuit, voilà, le papa se réveille, parce qu'il entend pleurer, et en fait, mère, elle avait pris des couteaux de cuisine, là, et c'était tailladé les veines. Et puis, c'était très gore. Je n'ai pas vu, là, je n'ai pas su, mais c'était assez terrible. Et donc là, voilà, c'est pareil, Alors là, pour le coup, en fait, je n'ai pas repris le travail. Voilà, je n'ai pas repris. Je n'ai pas repris tout de suite. C'est-à-dire que j'étais... Et je me suis dit, ok, là, il va falloir que tu t'arrêtes 2 semaines, 3 semaines. Et puis mon psy, parce que je suis suivie par un psychiatre, 2 fois par semaine, de façon très intensive. Enfin, quand même, il faut... Mais c'est bien de le dire, j'allais te demander si... Ah bah oui. Parce qu'en fait, le fameux pédopsychiatre, qui était toujours en arrêt maladie, qui en fait n'était pas... Je l'ai retrouvé en libéral. Et je l'ai retrouvé plusieurs mois après, c'était en mars-avril, quand justement Lilia était à l'hôpital pour son anorexie, etc. Et donc, je l'ai retrouvé et je l'ai vu. Et puis il m'a dit je vous suis. Bah oui. Je me suis dit oui, je pense que là, on va dire que c'est peut-être un tout petit peu nécessaire. Wow. Donc voilà, septembre-octobre, j'avais mes 2 filles à l'hôpital. Merel a fait elle était après dans une structure là pendant 2 mois. Et alors, je pense que je connais à peu près tous les hôpitaux de la proche banlieue ouest parisienne. Et j'ai encore une autre structure. Mais pareil, très bien, vraiment. Et malgré tout, je tiens à dire merci quand même à tous ces professionnels de santé. T'as failli dire penser, c'est marrant. Absolument. Parce que je les ai trouvés parce qu'ils ont bien très pensé compétents. Vos blessures. Absolument. Et donc elle est sortie au mois de novembre, Merel, et Lilia fin décembre. Merel, on a vraiment cru que ça allait mieux. On s'est vraiment dit que ça allait mieux. Et en même temps, elle avait changé. C'est-à-dire que elle qui était si expressive avant, si cash, si rigolote, c'était très difficile de lire une émotion sur son visage, quelle que soit l'émotion. Donc elle a repris un tout petit peu les cours, en tout d'ailleurs, elle a repris 2-3 semaines. Et elle disait rien, elle était jamais dans la provocation. Je pouvais lui dire, tu fais ci, tu fais ça, elle le faisait. Jamais de problème. Ok. Et à Noël, donc on s'est dit, c'est super, là ça y est, j'ai mes 3 enfants, ils sont revenus, ça va aller mieux. Et voilà, maintenant en plus, ils ont leur traitement, ils ont leur psy, ça va aller mieux. Et puis je suis quand même assez optimiste et positive. Je me dis ça va aller, un peu de ça stabilité, va aller. Quoi. On va s'en sortir. Allez, courage. Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas, vu comme tu le présentes. Ah là là. Le 15 janvier,
un dimanche. Ça s'était plutôt bien passé. On avait vraiment passé une belle journée. Et là, pour le coup, j'avais les 3 enfants. Merel avait même invité une amie. On avait fait un blind test, gâteau. Enfin bref, on s'était marré en plus. Vraiment, c'était bien. Vers 18h, l'ami est parti, tout. Je dis, ça vous dit ? On fait un... Je sais plus, c'est ce qui prend un truc. Un jeu. Elle dit oui, pas de problème. Je prends une douche d'abord. Ok, on va prendre ta douche, puis tu nous rejoins. Elle revient. Elle reste sur son portable. Bon, cela dit, j'étais aussi sur mon portable. Du coup, j'écrivais. Et puis Lilia aussi. Donc en gros, on était tous sur nos portables. Donc le truc en famille, rien du tout. Puis justement, au bout d'un moment, je dis super. Alors, on devait faire un truc tous les trois. Puis là, on se retrouve sur nos portables. Elle dit et puis Meryl qui dit je vais me coucher. C'est 18h30. Je dis je vais me coucher. Elle dit si là j'ai la tête un peu qui tourne. Je vais me coucher. Et là, elle a la tête qui part vers l'avant. Qui se conne contre le fauteuil vers l'avant. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis là il y a Lilia qui se marre et qui dit mais t'es bourrée ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle dit je sais pas. Et je me dis mais ma fille est bourrée, mais comment enfin en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as bu quelque chose ? Mais c'est pas possible. T'as pris des médicaments ? Qu'est-ce que t'as pris ? Et là je sentais, je me suis dit ça y est, elle a pris quelque chose. Donc le tertian est un anxiolytique. Tu dois en prendre normalement 4, 5 par jour, maximum peut-être. Donc je lui fais la liste des médicaments qu'elle doit prendre. Elle me dit, je dis tertian, t'as pris du tertian ? Mère, elle regarde-moi, est-ce que t'as pris du tertian ? Elle me dit, comment tu sais ? Tout de suite, j'appelle le SAMU. J'appelle le SAMU, j'explique. Elle me dit, regardez tout de suite, si elle vous dit qu'elle a pris une douche, regardez tout de suite dans la poubelle des toilettes. Je suis allée dans la salle de bain. Je dis ça parce qu'en fait, pendant des mois après, c'est un traumatisme même de me rendre dans la salle de bain. En fait. Je vais dans la salle de bain, j'ouvre la poubelle des toilettes et je découvre les plaquettes de tertian vides. Et là, je hurle au téléphone. Elle me dit, les pompiers sont en route, surtout maintenez-la réveillée. Je compte le nombre de plaquettes. Il y avait 8 comprimés par plaquette. Je compte une plaquette, 2, 3, 4, 5, 6 plaquettes de tertian. Et le plus glauque, c'est mon petit garçon qui me dit maman, du coup, il y a 8 comprimés dans chaque plaquette, alors 6 x 8, en fait, ça fait 48. Elle a pris 48 comprimés. Et Bien joué pour... Bien joué. Bien joué, 8 x 6, 48. 8 x 6, 48. On valide 48 tertian, voilà. Pour le petit. Pour le petit. Putain. Et j'ai... Alors... Donc je hurle, Merel me regarde, elle rit, elle était complètement explosée, oui. Et donc là, la nana au téléphone me dit surtout, vous la maintenez réveillée, Donc je fais de mon mieux, je la maintiens réveillée, les pompiers arrivent, enfin là c'était horrible parce que donc là j'ai dû mettre mes enfants dans la chambre. Pour pas qu'ils voient ce qui était en train de se passer dans le salon, parce qu'il y avait les pompiers qui essayaient de la maintenir réveillée. Mais le problème, c'est qu'effectivement, soit tu tombes dans une phase de sommeil, enfin soit tu tombes vraiment, soit t'es complètement bourré, puis t'as des phases aussi agressives. Et donc, elle était agressive envers les pompiers. Elle leur crachait dessus, elle les frappait.
Donc ils étaient obligés de les maintenir. Enfin, c'était complètement cauchemardesque en fait comme scène. Donc j'avais appelé mon frère. Il y avait mes 2 enfants qui étaient restés dans la chambre du frère. Je voulais pas qu'ils voient ça. Donc il restait au téléphone avec mon frère et sa femme, ma belle-sœur qui est psy. Donc ça, c'était pas mal. Et en fait, les pompiers, ils ont une sorte de petit bâton là qui était un peu une sorte de je sais pas, en métal, de petits bâtonnets et du coup pour qu'elle reste réveillée, en fait il lui mettait au niveau de la phalange là et puis il lui tordait le doigt. Et il lui tordait le doigt. Et donc elle avait d'ailleurs quand elle s'est réveillée 3 jours plus tard, elle avait les doigts, ça lui faisait encore mal quoi. Bah oui. Donc casser tous les doigts pour que la douleur la fasse se réveiller. Et en fait, moi, j'étais juste en boucle de est-ce qu'elle va s'en sortir ? Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Et évidemment, les pompiers, madame, on essaye de se calmer, on peut rien vous dire pour le moment, etc. Enfin. Et donc, et ça a duré assez longtemps quand même. Donc, ils sont partis, les pompiers. Et c'est quand ils sont repartis que le papa est arrivé. Et donc comme il pouvait y avoir qu'un seul parent, c'est le papa qui est parti avec les pompiers. Et les pompiers m'ont dit, écoutez, de toute façon, vous allez prendre les affaires de Merel, vous allez prendre et vous nous rejoignez aux urgences. Donc je suis remontée pour prendre les affaires de Merel. Et là, j'étais paralysée. C'est-à-dire, j'étais comme foudroyée. J'ai une douleur fulgurante au niveau du ventre. Je ne pouvais pas me relever. Je pense que c'est les entrailles, c'est impossible. J'étais pliée en deux. Et et en fait, j'ai pleuré, j'ai hurlé, etc. Et c'est ça, en fait, qui a même le plus traumatisé mes enfants. Plus même, en fait, que ce qui s'était passé avec Merel, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est de voir leur mère comme ça. C'est de voir leur mère s'effondrer, littéralement. Et j'étais dans une situation de détresse absolue, quoi, de choc. Et puis, c'est aussi ce que j'ai dit à Lilia, parce que j'ai pris la tête de Lilia dans mes mains et je lui ai dit, écoute, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. Mais si jamais elle s'en sortait pas, Lilia, il faut qu'on soit forts toutes les deux, tu me promets, il faut qu'on se fasse la promesse maintenant qu'on va s'en sortir et qu'on va tenir le coup parce qu'on va se donner beaucoup de force l'une et l'autre et qu'on va réussir à s'en sortir toutes les deux. Il faut que tu me le promettes. Il faut que tu me le promettes. Et elle me l'a promis et c'était un moment très fort et elle m'en parle encore maintenant. Enfin, je sais que ça l'a beaucoup marqué. Ça. Et voilà, donc c'était dur, oui, on est allé aux urgences, oui, après elle a été transférée en réanimation. Elle est allée en réanimation pendant 3 jours. En fait, elle avait une dose létale, enfin je veux dire, c'était pas... Pour le coup, elle était en surpoids. Heureusement qu'elle était en surpoids, là, vraiment. Donc oui, dur, et puis 2 jours plus tard, alors que ma fille était encore en réanimation, il y a l'ASE qui appelle, parce que, et heureusement d'ailleurs, parce que sur le coup, j'étais un petit peu, je dis, service à l'enfance qui m'appelle, et en même temps, heureusement qu'ils le font. C'est aussi preuve que ça fonctionne bien, par rapport à ça en tout cas. C'est que, oui, on a une information préoccupante, mais en même temps, on a une fille qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Oui. C'est normal de se poser la question de pourquoi, de qu'est-ce qui se passe. C'est normal, en fait. Voilà. Ben ça y est, j'ai fini plus lourd. Ça y est, on peut respirer. Ça y est, ça va mieux. Ça y est, c'est fini. Comment elle s'en sort Merel? Merel, ça, c'était à Noël, janvier, c'est ça? Ouais, c'était au mois de janvier. Elle est restée après un mois à l'hôpital. Et puis après, elle ne pouvait pas du tout reprendre l'école. De toute façon, c'était absolument déconseillé par les psys. Là, tout de suite, elle est en structure. On a trouvé une structure, en fait, qu'on avait appelée justement au mois de janvier.
Et puis, l'état des structures en France, c'est-à-dire que c'était un truc d'urgence où il fallait absolument. Et on a été contacté au mois de juin alors qu'on avait fait la demande au mois de janvier. Donc là, elle est dans une structure qu'on avait demandée il y a plusieurs mois. Ouais. Et pour le coup, elle a atteint le niveau suffisamment bas, c'est ça, en termes de santé mentale pour pouvoir y accéder. C'est quoi. ça, voilà. Tout en ayant survécu, finalement. Tout Bravo. en ayant survécu. Après, donc, elle ne pouvait pas être scolarisée. Donc, moi, j'étais à mi-temps parce qu'en fait, donc, je me suis arrêtée. Et puis, j'ai repris quand même au mois de novembre. J'ai repris au mois de novembre à mi-temps. Et j'ai fait un mi-temps pendant 6 mois. Donc, je travaillais sur 2 jours. Et donc, les jours où je travaillais, 2-3 jours, et les jours où je travaillais, c'est ma mère qui venait et qui s'occupait de rester avec elle. Parce qu'en fait, je ne pouvais jamais la laisser seule, Merel. Parce que le problème, c'est en fait ces crises de pulsions de mort. C'est-à-dire qu'elle a des pulsions où parfois elle a très envie de mourir et où il faut qu'elle meure tout de suite. Et c'est ça en fait qui se passe. Et ça, c'est difficilement du coup prévisible, ne serait-ce que pour elle. Et ça demande à ce qu'on soit toujours là avec elle. Donc, et pour le moment, il n'y a pas de piste. Et c'est ça aussi qui est très difficile. C'est qu'on ne nous dit pas... ok, votre fille, elle est, je sais pas, telle maladie psychiatrique. Je donnerai même pas de nom, j'en ai qui me viennent en tête. Mais, et quelque part, tant mieux, parce que ça reste des adolescents, et que l'adolescent, ça bouge. Ça l'enferme pas dans un truc, dans une case, j'imagine, ouais c'est ça, jusque-là. Et en même temps, on aimerait pouvoir... Poser un diagnostic. Voilà. Et tu disais que vous aviez avec ta fille aînée une relation beaucoup plus détendue aujourd'hui que ce que vous aviez il y a 2 ans. Ouais. Il y a eu un déclic. Ah. Ouais, il y a eu un déclic. À l'hôpital, après, quand elle était avec sa sonde et tout ça, où elle se faisait vomir. Et à un moment donné, elle me dit « Maman, regarde, j'ai pris une petite cuillère. » Et avec sa petite cuillère, en fait, du coup, elle arrivait à ouvrir la porte de la salle de bain. Et elle me dit donc, en fait, je les grille. J'arrive à y aller quand même. Et, ok. Et donc, elle me confie ça. Bah oui. Très bien. Et sur ce, je dis rien. Je dis rien, sauf que, arrivé à l'entretien, le médecin qui dit oui, bon, alors effectivement, là, son poids a encore un peu baissé, mais comme elle se fait pas vomir, comme on sait qu'elle se fait pas vomir, ça va aller. Et moi, je me disais, si en fait, vous pensez qu'elle se fait pas vomir, mais moi, je sais qu'en fait, elle arrive quand même à se faire vomir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en tant que parent ? Elle t'a confié son secret, là. Eh oui. Et moi, je l'ai trahi. Je le dis, effectivement, je l'ai trahi. C'est-à-dire que je dis, oui, mais... Tu l'as pas trahi ? Si. Tu l'as sauvé ? Alors, justement, par rapport à ce point, oui et non. C'est-à-dire que justement, j'étais bien embêtée. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Et moi, en même temps, je dis, il faut que je lui dise, en fait, parce que c'est pas possible. Elle était avec vous dans le... Non, elle était pas là. Donc, je l'ai dit à la soignante, je l'ai dit à la psychiatre, un médecin, la pédiatre, pardon. Et donc, je lui dis, par contre, donc je vous le dis, mais vous... Oui, il ne faut pas le répéter. Vous le répétez pas, quoi. Elle dit, non, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, etc. Merci de me l'avoir dit. Ça, c'était le mardi. Le mercredi, je viens pour lui rendre visite. Et Lilia m'agresse tout de suite. Ouais. Ils l'ont balancé. Ils m'ont balancé. Je dis, c'est pas possible. Et ils m'ont balancé à dire, oui, tu l'as dit... Et le pire, c'est qu'en fait, la pédiatre a dit ta mère m'a dit que. Hein, parce que c'était ça. Hein. La finesse. La finesse. Et en fait, je lui ai dit écoute, oui, t'as raison. T'as raison d'en vouloir. Je comprends. Parce que oui, c'est vrai, je t'ai trahi. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, effectivement, on va se dire les choses. On va se faire confiance. Et fuck pour les médecins.
tant pis, mais on est toutes les deux maintenant. Donc, si je considère que ce que tu fais, c'est une connerie, ben plutôt que d'aller voir le médecin, je t'en parle directement. Je vais te le dire. Pas mal. Je te le dirai et en fait, c'est ta vie, c'est ton poids, c'est ta santé. Et c'est ça. Et en fait, le fait que je sois... le fait que je lui dise ça a mais véritablement fait un déclic. Et à partir... Mais c'est pour ça que je peux donner le jour. Et à partir de ce jour-là, on n'a plus eu la même relation. Une vraie relation. Mais c'est toi qui as changé, donc. Et c'est moi qui ai changé. C'est toi qui as bougé. Absolument. Bah ouais, c'est moi qui ai bougé. Merci, mon psy. Bon, merci la thérapie d'une manière générale. Merci à la thérapie. Merci à la thérapie. Non, mais c'est sûr. Bien sûr. Et Merel, comment elle va ? Comment ça va entre vous ? Merel, comment ça va entre nous ? Ben écoute, il y a quelques jours, je lui ai parlé de cette relation, tu sais, écharpe, de chacun à son bout. Ah. Eh ouais. Je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mettrai un lien. C'est super, c'est un travail de Jacques Salomé. Ouais. C'est génial. Tout à fait. Et je lui en ai parlé. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de, je sais pas, de toi à ton bout, de moi à mon bout. Et j'avoue qu'au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'en plus j'ai mal expliqué, qu'elle va m'envoyer chier, enfin, je sais pas. Et elle me regarde. Elle est super. Elle me regarde très rencontrer sérieusement. Un con de chauve, là. Il dit des trucs dans l'oreille, je comprends pas. Et ça dit quoi, pardon ? Mais je t'en prie. Elle me regarde, elle me dit, mais. D'ailleurs, non, elle me regarde pas. Elle regarde devant elle. Et elle me dit, mais maman, en fait, tu sais, c'est comme si j'avais les yeux bandés. Donc je ne sais pas ce que je fais. Je ne peux pas te voir au bout de l'écharpe. Et je ne sais pas, moi, ce que je fais au bout de mon écharpe. Parce que je ne peux pas mesurer les conséquences de mes actes. Je n'y arrive pas parce que c'est comme si on m'avait bandé les yeux. Donc, waouh. Oui. Au moins, ça lui a parlé. Et puis, au moins, on a communiqué. Et elle m'a dit des choses importantes. Qu'est-ce qui fait que ta fille a les yeux bandés ? Tu le sais ou pas ? Eh ben, c'est ça. Mais je lui ai demandé. Bon, là, c'était un peu trop pour elle. Elle s'est remise dans sa coquille. Mais bien sûr... Mais bien sûr... c'est-à-dire que c'est aussi compliqué. Je ne sais pas. Elle penche vers un TDAH. Ok. Elle pense qu'elle a ça. Mais c'est pareil, c'est... Oui. C'est-à-dire qu'elle me dit, oui, mais regarde, je coche telle case, telle case, telle case. Et j'ai regardé, et effectivement, c'est sûr, hein, j'ai regardé TDAH, et j'ai vu qu'elle cochait beaucoup de cases. Après, tu peux pas faire un autre diagnostic, Merel, il faut... Eh ben, c'est ça. Et j'ai dit, oui, c'est-à-dire, je veux bien... Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, tu penses que j'ai un TDAH ? Et je dis, mais je ne suis pas médecin, en fait. Donc, tu me donnes une liste, je vais pouvoir te dire, oui, tu coches ça, ça et ça. Et pour autant, ça veut pas dire que t'es ça. Oui. Tu me donnerais un autre nom avec d'autres choses, j'en cacherais peut-être tout autant. Donc, je t'invite par contre à en parler à tes médecins, puisque là, tu es dans une structure. Donc, voilà où on en est. Work in progress. Ouais, mais c'est encore pas facile. Hein. L'état de ses bras, là où elle est pourtant en structure, où elle est scarifiée de partout, c'est encore vraiment pas facile. Donc, on est encore dans le dur pour Merel. Mais pour Lilia, c'est nettement mieux parce que... Et je pense aussi qu'il y a l'âge qui joue beaucoup. Oui. Gros move entre 15 et 17, hein, quand même. Ouais, mais là, elle va sur ses 18, là. Elle va avoir 18 ans dans 2 mois. Et je sens qu'elle n'a pas les mêmes ressources. Là, elle a passé 3 semaines en hôpital psychiatrique, là, au mois de juin. Mais ça pas du tout... je l'ai pas du tout vécu de la même façon que d'autres choses que j'ai pu vivre auparavant, parce que c'est elle qui a demandé de l'aide. C'est elle qui a dit... là, je vais pas bien, puis elle a fait une rechute anorexie, mais elle savait. Et elle s'est dit, là, voilà, là, j'ai besoin de ça, faut que j'aille là, je vais aller mieux après. Et elle savait où elle allait. Et c'est sûr que plus tard, j'aimerais que, quand elle aille pas bien,
qu'elle se tourne pas tout de suite vers un hôpital psychiatrique et qu'elle trouve juste peut-être d'autres choses pour aller mieux. Mais si, en tout cas, là, elle sait ce qui va lui faire du bien et que sa volonté, c'est de s'en sortir, bah c'est le mieux. C'est le mieux. En tout cas, ça m'a l'air d'être un sacré sacerdoce, ta maternité, ton parcours de maternité. C'est chaud, non ? Comment tu le vis et qu'est-ce que t'en as appris ? Là, vous ne voyez pas, mais Aveline vient de me faire un grand regard dans le vide. C'est-à-dire que c'est là qu'on se rend compte que il y a vraiment plein d'étapes dans la vie de maman. Et bien sûr, j'ai jamais autant appris que depuis ces 2-3 dernières années. Et sur moi, et sur mon rôle de maman, et sur ma relation avec mes enfants. Et pourtant, je peux pas dire que j'étais passée à côté de ma maternité avant, mais c'est vrai que on était à l'étranger. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ma vie professionnelle, à ma vie de musicienne. J'ai eu des opportunités incroyables, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais donc, je me concentrais beaucoup dessus. Et peut-être j'étais moins disponible avec mes enfants. Et pour autant, maintenant, quand j'en parle avec elle, c'est pas forcément ce qu'elle me reproche, en fait. C'est le reproche de mon ex-mari, c'est certain. mais finalement, pas tant de mes filles. Elle te reproche quoi, tes filles ? Alors, pas tant de mes filles, voilà, je vais nuancer. Pas tant de Merel, qui trouvait que c'était plutôt son père qui était pas trop disponible. Et puis par contre, Lilia, ma grande, qui me dit oui, mais je sais, c'est vrai, t'étais pas très disponible. Donc voilà, effectivement, c'était pas la même. Et c'est marrant parce que j'étais la même pour mes deux filles. Et en fait, le ressenti n'était pas le même pour les deux. C'est intéressant aussi de voir ça. Et en tout cas, c'est quelque chose. J'ai culpabilisé sur le coup. Je me suis dit, c'est de ma faute parce que là, j'étais pas disponible. Et en fait, c'est pas forcément ça. Par contre, de pas avoir su réagir à certaines choses quand elles en auraient eu besoin. De pas avoir la réaction adéquate à certains moments comme où quoi, elles par auraient eu exemple besoin. Comme Merel, par exemple, à 8 ans, quand elle a subi un harcèlement scolaire, et qu'on était... on n'a pas du tout mesuré la conséquence de la chose. Pas assez. Parce que... c'est compliqué, mais elle a... C'est toujours compliqué. Voilà, mais il y avait eu d'autres choses aussi en même temps. Je te demande pas de te justifier. C'est pas ça, c'est que du coup, elle avait autre chose en même temps et qu'on s'est concentré sur l'autre chose en se disant mais puis bon, les remarques que tu as dans le bus, parce que à Dubaï, en fait, c'est des bus un peu comme on a aux États-Unis, les bus jaunes, là où ils vont. Ils passent chez tout le monde et donc avec des nounous qui sont là dans le bus, qui parlent pas un mot de français. Et donc en fait, il y a plein de choses qui se disent là, et t'as ni le conducteur ni la nounou qui entendent. Donc ça a été très violent pour elle, et ça a été très violent pendant des mois. Et elle nous le disait, et on a entendu, il y a eu des choses, etc. Mais on n'a pas pris la mesure vraiment. Voilà, c'est un exemple. Mais elle nous l'a reproché par la suite. Et c'est sorti. Et voilà.
bien sûr. Et après, là où aussi quoi je voulais en venir, c'est que c'est extrêmement difficile en tant que parent, parce que justement, pourquoi, voilà, ma question est la suivante, pourquoi il y a aussi peu de parents qui témoignent des difficultés, des tentatives de suicide de leur enfant? J'ai pu vraiment constater que toutes les structures, les hôpitaux sont saturés. On met 18 mois pour avoir un rendez-vous au CMPP. C'est très difficile. Je sais plus, c'est les chiffres de l'OMS sur les maladies, sur l'impact de la santé mentale chez les jeunes, qui est absolument effrayant. Et en fait, je me dis, mais donc il y a un constat qui est un peu problématique au niveau des adolescents. Où sont les parents dans le sens, attention, dans le sens, est-ce qu'on leur donne la place de s'exprimer, où est-ce qu'on les entend, ces parents, où est-ce qu'on a des témoignages, où est-ce qu'on peut les aider? J'ai vraiment cherché sur Internet des associations, etc. Et j'ai pas trouvé. Alors, il y a des choses qui existent, oui, il y a des choses qui existent pour des problèmes vraiment spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'anorexie, il en existe un petit peu. Et puis, oui, par exemple, il va y avoir des choses pour le décrochage scolaire ou pour les enfants atteints de 10, etc. Il va y avoir des associations, mais des associations juste pour des adolescents qui vont mal. Moi, j'en ai pas trouvé. Et donc peut-être que j'ai mal cherché, mais en tous les cas, ça veut dire que si ces associations existent, elles sont trop peu visibles et trop peu nombreuses. Et ce que tu me disais chercher aussi, c'est un endroit où on peut venir partager, en tant que parent, bien sûr, les galères. Bien sûr. Pas que pour aider les ados, c'est aussi un lieu où les parents peuvent se retrouver, quoi. Oui. Et là, je pense qu'on est confronté à quelque chose de... Je pense qu'il y a... Tu cherches le mot tabou. Non, mais okay. Il y a... Enfin, oui, alors le mot tabou... Mais bien sûr, il y a un tabou. Et je peux pas... J'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet, mais peut-être, en tout cas, j'ai réfléchi à des éléments de réponse par rapport à ça. Et notamment, le fait que on ait honte. On est dans un tel sentiment de... donc une culpabilité qui est inévitable, ok, et ça tu la travailles, et oui, t'as ta part de responsabilité, mais c'est une part de responsabilité. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose et que c'est multifactoriel. Le problème avec la santé mentale, c'est que la question qu'on a tendance à se poser, c'est pourquoi ? Et comme s'il y avait une cause. Comme si t'avais... T'as un cancer du sein et c'est terrible, et on va dire, bah oui, mais c'est ça. Là, tu peux pas faire ça. Parce que c'est multifactoriel. Parce que c'est... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, bien sûr, oui, il peut y avoir aussi un gros truc qui déclenche. Mais je suis pas sûre que ce soit la majorité des cas. Vraiment pas. Donc, et le problème, c'est que tu fais ta partie, tu travailles sur toi, etc. Mais même ton entourage peut pas s'empêcher de juger. Je le vois bien. Mais même ceux qui te veulent du bien, ceux qui te disent mais non, mais on va... Et qui ils te jugent pas toi forcément. Mais par exemple, ça clash toujours avec le papa. Et je sais que dans mon entourage, c'était... ça doit être la faute du papa. Il doit y avoir un gros souci avec le papa. Et je pense que du côté du papa, ça doit être... c'est sûr, c'est de sa faute à elle. et en fait, à un moment donné, c'est évidemment pas du tout constructif, mais on peut pas l'empêcher.
On peut pas l'empêcher. Tant qu'il n'y aura pas plus de témoignages, justement, pour comprendre un peu la complexité des choses, on sera amené à avoir un jugement comme ça, un peu hâtif. Moi, je me rappelle de Lilia, quand elle avait 13 ans, et que sa meilleure amie avait fait une tentative de suicide. Et on connaissait pourtant les parents bien, depuis longtemps. Et je m'étais dit, ah mais peut-être que je les connaissais pas si bien, mais qu'est-ce qui c'est. Et puis en plus on pense au pire truc, hein. On pense au pire truc, hein, par rapport au père. Peut-être que la mère, je sais pas, on sait pas. Et puis, enfin, il y a une sorte de distance, comme si d'un coup il fallait même plus s'approcher de cette famille. Enfin, je reconnais, hein. C'est terrible, hein. C'est bien de regarder ça en face. Ah oui, je regarde ça en face et je me dis. Pourtant, je me considérais en plus comme ouvert d'esprit, très tolérante, etc. Et bien la vie t'a fait un petit fuck. Voilà, c'est ça. et donc, je me dis, c'est en fait, bien sûr que les gens doivent se dire ça. Enfin, je pense que, en tout cas, la honte qu'on doit avoir, qu'on a à ce moment-là, elle est terrible. Et c'est surtout, enfin, je parle de honte parce que c'est pas comme avoir juste un problème avec son enfant sur tel ou tel problème d'éducation, où déjà c'est très compliqué, déjà c'est pas évident d'en parler, mais on peut se dire c'est sur tel point, c'est ciblé sur quelque chose. Là, en fait, ton enfant qui fait une tentative de suicide, c'est juste un constat d'échec absolu. Tu peux pas faire pire, en fait, comme échec dans la vie. Enfin, tu peux pas. Et donc, ce constat-là, il est tel que, forcément, ce constat d'échec qui va faire que les autres parents, bien sûr, vont se dire, il doit y avoir un énorme souci dans la famille. Et voilà, c'est juste que c'est plus compliqué et surtout c'est important, vraiment important de pouvoir mettre des mots et entendre, moi c'est ce qui me manque, d'entendre d'autres témoignages, d'autres parents qui apportent leur vision, leurs sentiments, parce que, enfin, pour moi, ça compte beaucoup. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup parce que j'aime, et d'ailleurs aussi beaucoup d'autobiographies, parce que j'aime ça, entendre témoignages des gens ou même dans beaucoup de livres où c'est bien écrit, où tu te dis c'est génial parce que moi j'avais pas les mots pour dire ça comme ça, mais là comme elle le dit, c'est tellement ça et on a besoin de ça, on a besoin de s'identifier. Voilà. Et puis si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir dans mon podcast parce que moi je cherche des parents d'ados justement pour venir raconter cette histoire, parce que j'ai eu beaucoup dans l'histoire de darons et de daronnes de parents de jeunes enfants. Alors ça amène d'autres, enfin tu le sais d'ailleurs, hein, ça amène d'autres problèmes. C'est plutôt, pour moi, ils vont plutôt te taper dans l'aspect physiologique justement, où tu manques de sommeil, etc. Là où j'ai l'impression que tes ados, ils vont te chercher sur tes failles psychologiques, complètement, sur tes blessures personnelles, quoi. Tu vois, ils viennent mettre le doigt dans la, avec beaucoup d'amour en plus. Hein. Ah oui, mais bien les doigts dans le caca. Je suis sûr. Je vous mettrai un lien si vous voulez venir participer. Il y a aussi un topic, il y a un sujet de discussion sur mon Discord. T'es passé d'ailleurs, je crois. Hein, pour les parents d'ados, que je trouve assez cool, parce qu'il y a justement, il y a pas assez de parents d'ados sur mon Discord pour l'instant. Donc surtout, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez venir rejoindre cette joyeuse fête qui est la parentalité d'adolescents. Oui, mais après c'est pas que ça. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est un peu lourd, hein, tout ce que j'ai raconté là, et c'est sûr. Ouais. Et ça l'est. Mais et en même temps, bien sûr que c'est pas ça. Je considère que malgré tout, j'ai une belle relation. En tout cas, la relation que j'ai, elle
elle s'est justement construite et développée. Bon, avec ses épreuves, certes, j'aurais aimé que ça en soit autrement, mais C'est sûr. mais malgré tout, ça c'est beau. J'arrive à passer malgré tout des bons moments. Je reste positive. Je pense qu'elles vont ça va leur apporter une force dont elles n'ont même pas encore conscience aujourd'hui. Même à toi. Et, Bien sûr que et à si, moi et à toi aussi, absolument. Ah, mais certainement. Parce que t'as le petit dernier là qui arrive et qui est là. Coucou, moi j'arrive. Ouais, non, mais le petit dernier, et je Ouais. pense qu'à un moment donné, il va péter un câble, il va dire, mais qu'est-ce que c'était que ce Eh, mais bordel? coucou, toutes ces Et meufs, là, là. mais c'est, ah non, mais c'est sûr. Ah, pour moi, il tient le coup et tout, et ça va, mais je passe justement aussi énormément de temps avec mon petit garçon. Pour justement qu'il, Équilibre un peu. ouais, bon, lui aussi, il est suivi, hein, du coup. Enfin, évidemment. Tout le monde est suivi, ça y est. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. Aveline, c'était chouette. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.